Euh, bon, eh bien, écoutez, on est presque au bout. Bon, déjà, je dirais que réfléchir, c'est pas une question de diplôme, hein. Bon, à ce niveau-là, peut-être qu'il y a un capital sur l'expérience, mais c'est tout, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas d'âge pour réfléchir correctement. Donc, il faut arrêter de se créer des obstacles ou des peurs qui n'ont aucune raison d'être, enfin, qu'on ne peut pas fonder, quoi. Bon, alors, je vais commencer. Alors, bon, on m'a demandé de conclure ces journées. C'était pas un cadeau, merci les gars. Euh, ben oui, voilà. Donc du coup, j'ai dû bosser pendant tout le temps au lieu de vous écouter, souvent. Euh, je vais pas tout de suite vous parler de ces journées-là parce qu'il y a un cadre qu'avait pointé déjà Stéphane Wojnarowski en introduction, sur lequel je voulais revenir parce que c'est important. Ça fait partie, à mon avis, des enjeux que nous, en tant que naturalistes, on aura affrontés et qu'on a déjà affrontés dans ces années. Alors je remercie quand même les organisateurs pour me donner un petit peu une tribune à ce niveau-là. Je vais revenir la nuit, bien entendu. Mais euh, on perd de vue, quand on parle d'écologie, quand on parle de nature, le fait que la population humaine, elle a quadruplé au cours du XXe siècle, qu'elle a été multipliée même par 1,6 en France. On n'est pas du tout dans une stabilisation démographique, donc il y a forcément une emprise spatiale qui est là derrière. Le fait que le PIB par habitant a été multiplié par 15 pendant la même période. Donc si on ramenait ça à l'équivalent habitant du 19e siècle, on serait 8 milliards multiplié par 15. Donc on est dans des chiffres qui sont vertigineux, hein, et on ne veut pas les présenter, on ne veut pas les voir essentiellement, hein. Euh, on est passé dans un autre monde déjà. Alors, on a eu l'an dernier comment dire, une réflexion sur ce que devenait la nature, quelque part, hein, avec les questions de la maisie environnementale, aussi sur le fait que le monde avait changé. Il a changé pour plusieurs raisons, vous les connaissez, hein. On a la question du réchauffement climatique, on a la question de l'effondrement de la biodiversité, on a la question de l'épuisement des ressources, de l'eau, des minéraux, l'eau qui s'évapore ou qui est mal utilisée. Bon. Et surtout, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'appréhension des problèmes se complexifie et les solutions aussi, hein. Alors l'IBES, on le dit IBES normalement. Bon, pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant, c'est l'IPBES, c'est-à-dire le GIEC de la biodiversité entre guillemets, hein. Donc l'IBES a rendu une évaluation qui s'appelle l'évaluation Nexus en décembre dernier, qui a été approuvée par les 147 États membres et qui insiste sur les relations qui existent entre biodiversité, eau, alimentation, santé, climat, rien que ça. Euh, Puis on pourrait rallonger la sauce. Simplement, vous voyez que nous, naturalistes, en tant qu'amoureux de la biodiversité, on va dire ça comme ça, on est pris dans un système qui fait que la biodiversité, on ne peut pas la considérer toute seule, hein. Le coût des approches en silo, c'est-à-dire de considérer d'un côté la biodiversité, de l'autre côté l'eau, de l'autre côté le réchauffement climatique, c'est 10 à 20% du PIB mondial. Ça a été chiffré par les économistes qui ont participé à cette évaluation. C'est inefficace et le coût est encore plus grand de l'inaction. C'est-à-dire si on ne fait rien, ça va coûter de plus en plus cher. Alors ça nous est rappelé récemment en France par le rapport de la Cour des comptes qui vient d'être rendu et qui dit exactement ça. Donc 6 mois après, 7 mois après, hein. Alors la bonne nouvelle, il y en a quand même, hein, c'est qu'il y a plus de 70 solutions qui ont été proposées dans le rapport de l'IBES. Donc des choses qui peuvent être concrètement mises en œuvre et qui sont supportées par le fait scientifique. Et bien sûr, on se retrouve devant une pensée qui n'est pas tout à fait nouvelle, hein. Des gens comme Edgar Morin et d'autres l'ont pensé bien avant. Alors là, je me tourne vers notre collègue philosophe. Là, il a sûrement une culture bien plus grande que la mienne à ce niveau-là. C'est la pensée de la complexité, la pensée systémique. Mais tous ces problèmes que je viens d'évoquer, finalement, ils deviennent mineurs face à une transformation sociologique, moi, qui m'épouvante, hein, et qui est effrayante et qui fait obstacle. C'est que la connaissance et l'opinion finissent maintenant par avoir la même valeur. Le fait scientifiquement prouvé n'est plus qu'une vérité parmi d'autres alternatives, on va dire ça comme ça. Les désirs, ça devient des réalités, et la réalité doit se conformer aux désirs, impérativement. On a un très bel exemple avec le président des États-Unis. Et le complotisme est détourné au profit du doute critique. Enfin, plutôt, c'est le doute critique qui est détourné au profit du complotisme, hein. Donc, on est devant une situation où on perd pied, hein. Et plus grave encore, le politique décroche du scientifique, du constat scientifique.
Alors, la trace que vous en avez, c'est toutes les décisions qui sont prises en tribunal administratif. C'est que la plupart du temps, maintenant, les décisions qui sont prises par le politique, mais par les administrations qui instruisent la volonté politique, eh bien, on se termine en tribunal administratif qui gagne souvent. On l'a vu récemment ici, en Franche-Comté. On l'a vu au niveau national à propos de l'acétamipride. On le voit à propos du réchauffement climatique et de la mise en défaut du gouvernement sur l'inaction. On le voit pour les nitrates comment dire, en Bretagne, etc. Donc, pratiquement, l'absence de courage politique amène à une république des juges. Et vous voyez la pente que ça donne à la démocratie, c'est que derrière, les populistes ont vite fait de dire, bah, regardez, la république des juges, supprimons les juges, c'est eux qui nous empêchent de fonctionner. Et donc, on est dans une crise qui, à mon avis, est extrêmement grave. Et le politique, de ce fait, perd de sa crédibilité, mais le scientifique aussi. Alors, on nous disperse dans des pléthores de conseils scientifiques, on y est convié, mais en résumé, tout le monde veut bien de la caution scientifique, mais en aucun cas de la science. Parce qu'on ne prend pas des décisions qui sont fondées dessus, ou en tout cas, quand vous voyez la pléthore de rapports qui sont produits par le GIEC, par l'IBES, je ne vous parle pas de tous les conseils scientifiques locaux, les CDCFS, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, auquel vous pouvez les CSRPN, etc. Enfin, tout ça, qu'est-ce qu'on en fait au bout? Ben, finalement, pas grand-chose. Hein. Et c'est un problème. Donc, si on perd la béquille de la rationalité, ben, les changements, ils peuvent aller dans toutes les directions, les changements en cours, hein, y compris les plus farfelus, y compris les plus dangereuses pour l'habitabilité de la Terre pour les humains. Je voudrais, dans ce paysage-là, souligner l'importance, du coup, de se tenir au raisonnement scientifique, d'une certaine manière. Mais attention, quand je dis au raisonnement scientifique, j'y inclus totalement les sciences humaines. Et la dernière communication qui a été faite par notre jeune philosophe est importante. Les sociologues ont des choses à nous dire sur la manière dont la société évolue et s'organise. Ils n'ont pas forcément les recettes, ils n'ont pas forcément les remèdes, mais au moins on peut partager des constats objectifs à ce niveau-là. Dans ce paysage qu'on voit assez tourmenté, hein, je voudrais souligner le rôle éminent des naturalistes, c'est-à-dire de tous ceux qui capitalisent sur l'observation de la nature et mettent à disposition leurs connaissances, qui sont des points de départ essentiels pour la recherche de preuves scientifiques. Mais à nouveau, dans le même temps, je voudrais appeler à la lucidité sur nos arguments. Les naturalistes ne sont pas les seuls à s'intéresser aux vivants. Et je suis souvent affligé du mélange des argumentaires. C'est que dans un article récent, j'ai proposé de distinguer, enfin j'ai rappelé, parce que ce n'est pas une proposition nouvelle, qu'il faut distinguer le rôle de l'écologue, le rôle de l'écologiste, le rôle du naturaliste, de l'animaliste, qu'on appelle aussi des fois antispécistes, qui ont tous des arguments qui leur sont propres, qui ont tous leurs fondements, mais qui ne sont pas les mêmes. Le ou la naturaliste, elle apporte la richesse de son expérience de terrain, son goût de la collection, mais quand je dis ça, ce n'est pas du tout péjoratif, la collection d'observation, etc., c'est un capital d'expérience de terrain. L'écologue, qui n'est pas nécessairement naturaliste, ça il faut le savoir, c'est un spécialiste des systèmes, un spécialiste, et comme tous les chercheurs, c'est ce que j'appelle des travailleurs de la preuve. Ce qui les concerne, c'est de savoir si c'est prouvé ou pas prouvé, et puis ils essaient de faire le tri là-dedans. Hein. Bon. L'écologiste, c'est autre chose. C'est une personne qui est engagée politiquement dans un projet politique qui vise à organiser les sociétés humaines. Alors bien sûr, il s'appuie, tant que faire ça peut, sur des données scientifiques, mais quand on est écologiste, on n'est pas nécessairement écologue. Et puis l'animaliste, c'est un corpus philosophique ou spirituel qui porte une grande attention à la souffrance, et la souffrance animale, et qui, pour certains, la refusent absolument, ça peut aller jusqu'au véganisme, et puis pour d'autres, qui le voient de manière un petit peu plus réaliste par rapport au fonctionnement d'un écosystème, aux chaînes alimentaires, etc., mais qui toujours chercheront à éviter la souffrance animale. Aucune de ces positionnements n'est à blâmer, je veux dire. Mais à un moment donné, si on se sert d'arguments animalistes, d'arguments d'écologues pour justifier l'animaliste, ça n'a absolument aucun sens. Hein, on a des querelles pour le moment sur les ongulés dans le Houdou, qui sont essentiellement des querelles anti-chasse et animalistes, qui sont respectables en soi, mais qu'on ne nous enquiquine pas avec des histoires de dynamique de population, quoi, c'est tout. Hein. Parce que là, ça brouille le débat public. Hein. Et si on brouille le débat public, on décrédibilise tout. On décrédibilise la parole scientifique, l'écologie, c'est une science, et aussi bien que la parole politique qui vient derrière. Donc du coup, on affaiblit le débat social. Et ça, nous, naturalistes,
qui peuvent être en même temps écolos, qui peuvent être en même temps animalistes. Il faut qu'on fasse nous-mêmes le tri dans nos propres arguments pour dire attention, celui-ci c'est de cette catégorie-là, celui-là c'est d'une autre catégorie. Ils ont tous une légitimité, mais pas forcément le même poids. Oui, ça va. J'arrive à la nuit. Hein. Bon, alors le naturaliste, il ne peut plus, comme dans le passé lointain, être l'homme ou la femme de cabinet, de curiosité ou de collection. Moi, j'avoue que de temps en temps, je me trouvais peinard à m'occuper de mes petits oiseaux parce que j'oubliais le monde. Ben, c'est une position qui est plus trop tenable, même si de temps en temps, ça fait du bien. Hein. On ne peut plus être en refuge pour échapper à l'humanité. On ne peut pas bloquer l'effondrement de la biodiversité, parce que c'est l'enjeu du moment, sans embarquer très directement les composantes sociales qui la produisent. Et nous, naturalistes, on ne produit rien, sauf si on est paysan. Bon. Donc on a un problème à un moment, à ce moment, enfin c'est pas un problème, c'est un enjeu. La biodiversité, elle dépend directement de l'agriculture, qui elle-même est le résultat de systèmes alimentaires qui sont adoptés par telle ou telle société. Autrement dit, il ne s'agit pas de blâmer les agriculteurs, il s'agit de dire dans quelle société et de quel système alimentaire on peut avoir une agriculture qui soit productrice de biodiversité. Donc nous, naturalistes, là on a un rôle. On a un rôle d'information, de renseignement, mais de participation à une réflexion collective. Et donc là, on n'est plus tout isolé dans notre cabinet à compter nos papillons ou nos petits oiseaux. Hein. Donc de quoi a-t-on besoin dans ce monde de fous ? De lucidité, de rigueur, d'accepter la complexité des choses, l'incertitude, la connaissance autant que l'ignorance. Moi, j'avoue qu'au bout d'une carrière universitaire assez longue, hein, bien sûr, je connais plus de choses qu'au début. Mais si je vois la quantité de choses que je connais, la quantité de choses que je ne connais pas, elle est multipliée au carré ou au cube. Donc j'ai augmenté les deux, la connaissance d'une certaine manière, mais la méconnaissance ou l'ignorance aussi. Et ça c'est une composante globale de la connaissance qu'il faut intégrer, c'est-à-dire que dans la connaissance, il y a aussi l'admission des ignorances. C'est les limites de l'ignorance que nous pose l'ignorance. Alors, ces besoins ne peuvent se concrétiser qu'en admettant lucidement la grande diversité des parties prenantes et la complexité de la portion d'espace que nous occupons. C'est là que je veux revenir à la nuit. Hein. Les problèmes, ils ne peuvent pas être résolus en silo. Donc, on a eu un superbe exemple hier de Pascal, ici présent, il est courageux, il est resté, hein, qui nous a montré quand même plusieurs choses concrètes. Première chose, la fondation peut-être d'une nouvelle discipline, la noctilogie. Bon, alors je ne sais pas si tu l'as déjà vendu ailleurs, ça ? Non, pas encore ? Bon, ok. En même temps, c'est une science possible. Ouais, c'est une science possible qui est basée sur une vision et un narratif positif. Vous voyez, je vous ai énoncé plein de catastrophes qui sont toutes assez négatives finalement. Lui, il nous dit, ok, on a un problème qu'on va traiter de façon scientifique par la noctilogie, et puis il nous dit la nuit est belle, plutôt que nous dire, ouais, la nuit, on la voit plus. Enfin, en tout cas, maintenant, la nuit, c'est le jour. Bon. Et donc, c'est une manière de présenter les choses, mais qui me paraît fondamentalement intéressante, c'est-à-dire, cherchons-nous, dans nos propres vécus de naturalistes, le côté positif, pas le côté positif BA, mais le côté positif qui permet d'embarquer des gens qui ne sont pas nécessairement naturalistes. Ça suppose aussi le refus des guerres de tranchées. Et je suis toujours dans l'exemple que nous a fourni Pascal, pour entraîner tous les acteurs du territoire et la recherche de la variété des contributions. Alors, je ne sais pas, mais le Grand Genève, excusez du peu, pour moi, c'est deux portions de nation, les Français et les Suisses. Alors, je veux bien qu'ils soient un peu semblables dans la région de Genève, que les Suisses genevois, ils soient considérés par Français par le reste de la Confédération, mais quand même, ils sont bien considérés comme Suisses du côté d'Annemasse. Hein. Bon. Donc, on a quand même une hétérogénéité nationale, on va dire ça comme ça. On a d'innombrables forces vives qui vont du paysan au pied du Colombi-Gex jusqu'aux grands organismes internationaux. La plupart des gros richards qui sont au bord du lac avec des enseignes pas possibles, genre Rolex, etc. Il faut le faire d'embarquer tout ça sur La nuit est belle. Hein. Et pour en revenir à la noctilogie, je ne me doutais pas qu'à travers le colloque que vous avez organisé, je suis heureux de ne pas l'avoir fait parce que j'y connaissais rien et puis que je m'aperçois que ça c'est super. Hein. On peut considérer que nous venons de vivre les premières journées de cette discipline, au moins dans l'espace bourguicontois. Il y a
encore pas eu de colloque de noctilogie en Franche-Comté et en Bourgogne. Bon. Donc un grand merci à tous les contributeurs au contenu de cette journée. Je ne suis pas noctilogue, vous l'avez remarqué. Ou noctilogiste, on va dire quoi? Rester dans les choses un peu anthropocènes, on aurait pu prendre une autre racine avec un Y, etc. Et je pense que c'est un terme qui ne fait pas peur. Je suis toujours dans le positif. Et notamment, c'est un terme qui désignait les métros de nuit à Paris. Oui. Donc, nocti, sans un truc trop dur, d'une racine grecque, etc. Donc, c'est tout simplement une des racines qui dit la nuit et logos, le savoir. Oui, je comprends, mais tu peux dire noctilogue ou noctilogiste, comme écologue, écologiste. Voilà. Écoute, on pourra faire 4 catégories. Okay. Il y aura les og et les istes. Ça marche. Bon, donc, au-delà de ce vocable, moi j'ai appris plein de choses dans ces 2 jours, donc je suis vraiment très heureux d'avoir été là. Alors j'ai essayé de résumer, de ramasser tout ça. Bon, l'emprise lumineuse incroyable, à 88% de la population mondiale touchée entre autres du fait des effets de réflexion. C'est énorme. Bon, bien sûr, quand on voit les photos satellites, on se doute qu'il y a quelque chose qui se passe, mais quand même, c'est vraiment impressionnant. Une diversité considérable d'effets physiologiques et comportementaux sur les animaux nocturnes. Donc, on a eu des exemples fantastiques dans pratiquement tous les groupes. Hein. J'ai bien aimé la notion de paysage et de trame noire. Je n'avais jamais pensé. Hein, elle est peut-être évidente pour les noctilogues, justement, mais au moins elle n'est pas intuitive pour les autres. Et je me suis aussi beaucoup demandé comment recouper ça. Je suis écologue du paysage au départ. Comment recouper ça avec les paysages que je n'avais pas vus, ce qui nous ramène à ce que nous disait notre jeune collègue philosophe. Je ne le vois plus, il est là encore. Bon, enfin bref. L'apport des technologies aussi, hein, pour suppléer à la difficulté de l'observation nocturne. Mais je me disais que c'est finalement pas tellement une particularité du monde de la nuit. Parce que si vous regardez bien, les observations diurnes, elles sont aussi discontinues que les observations nocturnes. Tu nous l'as bien montré pour le loup, où finalement, le loup, il a beau être de jour, à savoir ce qu'il fait de jour, on ne sait pas plus que ce qu'il fait de nuit. Hein. Donc, bon, l'instrumentation va nous aider, mais comme tout, ça ne solutionne pas tout. Hein. Et puis, il y a des éléments d'optimisme là-dedans quand même. Hein. Quand on veut, on peut. Il faut le dire aussi, ça. Et on nous a rappelé que le pouvoir de faire, notamment dans les parcs et les réserves, on voit bien que ça marche, passe par la conviction et la construction de groupes de travail qui sont multipartenaires. Et à nouveau, il faut sortir de notre bulle naturaliste. Ça, je le crois fondamentalement. Il faut aller subvertir le système d'une certaine manière. Ça nous montre qu'une nouvelle fois, le naturaliste comme le scientifique ne peuvent pas agir isolés si on passe dans l'action. Et ces groupes sont efficaces. Le trou de l'ozone, il est en train de se combler. Ça a marché. Cool. Malgré le nombre d'habitants, les lumières s'éteignent. Alors modestement, pas si modestement que ça à Genève, mais quand on voit ce qui se passe dans le Morvan ou dans d'autres zones qui sont déjà plus faciles peut-être à éteindre, c'est impressionnant. Ça veut dire que des maires ont été convaincus que la boulot a été fait et que ce n'est pas que les naturalistes, c'est l'ensemble de la société qui est entraîné. Et ça me paraît fondamental dans les enjeux qui arrivent. Tout ça étant fondé quand même par du rationnel et pas des croyances. Enfin, je dirais que les documents présentés en support nous ont souvent rappelé la valeur intrinsèque et la beauté du vivant. Moi, j'en ai marre qu'on me demande à chaque conférence la biodiversité, à quoi ça sert, le loup, à quoi ça sert, et ta sœur, à quoi elle sert, quoi. À un moment donné, ça sert à rien, comme Mozart, comme bien d'autres choses. Bon, et les photos absolument bluffantes de Frédéric Ducharme, je ne sais pas s'il est encore là, mais bon, moi j'ai été complètement abasourdi de voir ce qu'il y avait dans la mer, dans un monde qu'on ne connaît pas en Bourgogne-Franche-Comté, enfin très peu, j'imagine. Enfin, il y en a sûrement qui le connaissent, les plongeurs. Hein. Mais c'est peu familier, et finalement, la valeur intrinsèque du vivant, c'est bien de la rappeler, ne serait-ce que pour sa beauté. Voilà, alors c'est ma conclusion. Donc déjà, merci à tous pour votre participation. L'enthousiasme, c'est important aussi. On n'était peut-être pas, la salle n'était pas à compte, mais enfin, l'écoute était forte. Et puis, les communications de qualité, ça donne du stimulus, de l'énergie. Hein.
Il faut maintenant, à regret, clore ces journées qui ont été enrichissantes. Bon, je suis persuadé qu'en décembre 2006, c'est ce qui me rend optimiste, dans 2026, lors des prochaines rencontres, on aura beaucoup de choses à nous dire à nouveau. On ne sait pas encore le thème. On aura des expériences à partager, c'est ce qui compte. Mais on n'est plus dans les journaux qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Et quand on a vu, on peut le voir, il y a 20 ou 30 ans, on se montrait des photos d'oiseaux, des photos d'insectes, en disant celui qui avait la meilleure photo. Il y a presque des concours à certains moments. Hein. On a tous connu ça. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans ce registre-là. Donc on a monté en gamme quand même quelque part. Hein. Alors je ne dis pas que j'ai une nostalgie aussi pour ces concours de photos, parce que c'était quand même pas mal aussi. Mais on voit bien qu'il y a des défis à relever et c'est très bien. Bon, donc je vais donner la parole à notre président bien-aimé, qui peut ne que la prendre vu que c'est le président, hein, Michel, pour qu'il dise quelques mots de vifs remerciements et de reconnaissance à tous ceux qui ont organisé les journées. C'était fantastique. Hein, on a pu se consacrer vraiment au sujet. Et bien sûr, ces mots de remerciement, je m'y associe totalement. Voilà. Merci. À toi de jouer. Pas jouer l'auto. Merci Patrick pour cette conclusion, pour ce discours, pas de clôture, de discours d'ouverture également. Hein, d'ouverture sur le chemin qui nous reste à parcourir, qu'il nous faut parcourir au cours des temps à venir, et puis des encouragements pour l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, ça sera l'année prochaine. On verra dans quel état on sera. On verra si on est sous Staline ou sous... On verra. On sera peut-être plus là, mais enfin, bon, soyons optimistes. Soyons optimistes. On est encore jeunes, au moins dans la tête, et tout est très bien. Donc, comme tu le disais, Patrick, on n'est peut-être pas autant qu'on l'aurait souhaité. Bon, il y a eu la grève, il y a eu du beau temps, il y a eu toutes sortes de choses, mais moi, je retiendrai qu'on a fait une ouverture qui nous était jamais arrivée. On a eu une représentation politique extrêmement importante. Et ça, c'était une demande de l'an dernier à laquelle on a répondu à Besançon. Très bien, très bien. Il faut souhaiter que ça continue. Hein. J'ai noté, moi, que le premier adjoint de Besançon était là toute la matinée. Et puis, il était encore là hier soir à la conférence, à l'atelier, à la mairie de Besançon. Hein, bien qu'il soit en période de réserve. Donc, c'est bien ça. C'est un point positif. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'enthousiasme que les bénévoles, en particulier ceux de la Société d'histoire naturelle du Doubs, nous ont apporté pour que ces journées, ces 2 journées de rencontre, se passent très, très, très bien. Hein, très, très bien. Alors, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, hein, qui ont dû partir parce qu'ils avaient des obligations pour ce soir. Il ne faut pas oublier qu'on est samedi. Il y avait de la route à faire, il y a des anniversaires, il y a toutes sortes de choses, des réunions de famille. Donc, voilà. Mais je vais appeler les autres pour qu'on fasse une petite photo. C'était de tradition avant. Hein. On conviait les bénévoles à la tribune pour qu'ils soient en lumière et on faisait une photo. Et puis j'aurais une timbale, pas une cloche. Hein. En Franche-Comté, on offre une clochette, là, non. Une timbale à leur remettre, un petit cadeau à leur remettre. Voilà. Alors approchez-vous. Nicole, Madame la Présidente, rattrape ton équipe là. Hein? Il n'y a plus grand monde? Claude, Jean-Yves. Merde, ils sont tous partis, ils étaient fatigués. Hein? Oui, les jeunes naturalistes de Drougemont. Ça a commencé comme ça. Oui. Ah, alors, moi, je voudrais que Magali se joigne à la troupe, hein, des bénévoles. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, hein,
Mais l'OPIE, je l'avais annoncé hier, hein, qu'ils allaient encore utiliser une loupiote hein, pour faire leur sortie. Mais l'OPIE a organisé hier soir, hein, eh bien, une sortie. On m'a dit qu'il y avait plus de 15 personnes. Et puis, j'invite eh bien, oui, les personnes, l'équipe salariée, hein, indispensable. Hein, voilà. Alors donc, je remercie les personnes, les membres de l'OPIE, d'avoir organisé cette sortie nocturne hein, à la découverte des papillons, des hétérocères nocturnes. Hein. Et je crois qu'ils n'ont pas fait des captures en nombre. D'abord, ils ont comme ça respecté la biodiversité, mais ils relâchent tout, hein, ces gens-là. Hein, ils déterminent, mais ils montrent la beauté de ce monde nocturne. Et voilà, il y a eu une quinzaine de personnes. Voilà. Ah, qu'est-ce que je fais là? Alors, aux bénévoles, j'ai un souvenir à vous remettre de la part de Bourgogne-Franche-Comté Nature. Et c'est pas n'importe qui. Tu as déjà donné. Oui, oui, t'es présidente, toi. C'est normal. Oh, yo, 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 yo. C'est un plaisir. Et pas une corvée. Tout le monde en a une de timbales, là?